Alors, je suis directeur général d'un organisme qui s'appelle Vivre dans la dignité, qui est un réseau citoyen qui est sans affiliation religieuse, sans affiliation politique, qui est incorporé en mai 2010, donc avant la loi, avant les premiers débats même qui ont mené à la légalisation de l'euthanasie. Notre objectif, notre travail, c'est de promouvoir la protection de la vie, la dignité inhérente et l'accompagnement des personnes rendues vulnérables par la maladie, la vieillesse, le handicap ou toute autre condition de santé. On travaille donc par opposition, avec un regard qui est par opposition à l'euthanasie, qui, lui, dévalorise certaines personnes dues à leurs conditions. Notre objectif, c'est d'assurer à chacun une fin de vie naturelle, respectueuse de la personne et de sa dignité, par un soulagement optimal de la douleur, un accompagnement qui soit humain, un environnement sécuritaire, confortable, qui répond le mieux aux besoins de chaque personne, que ce soit chez elle, en milieu hospitalier ou dans une maison de soins palliatifs. On a été invités à se prononcer devant les différents comités qui ont précédé les lois, tant au Québec qu'au Canada. Donc, on est reconnu, disons, par les instances gouvernementales comme un organisme qui a sa crédibilité, qui a aussi ses assises, ses fondements factuels de données, son expertise propre. Alors, comme on le disait, il y a 3 ans, l'euthanasie a été légalisée au Québec sous un nom très flatteur et tout aussi mélangeant, l'aide médicale à mourir. Ça porte déjà à confusion, ce terme-là, parce que de prime abord, qui peut être contre ça? Une aide médicale à mourir. Pourtant, en dessous de la couche de vernis qu'il y a autour de l'aide médicale à mourir, il y a une réalité qui est complexe, qui est moins reluisante, je dirais, que les grands titres qui font les manchettes dans les journaux. Il y a encore beaucoup d'incompréhension. C'est pour ça aussi qu'une soirée comme ce soir a encore son importance, tant dans les termes médicaux que dans l'intention derrière les gestes qui sont posés, que dans les conséquences sociales qui découlent de l'euthanasie. D'ailleurs, on assiste à un changement de mentalité majeur qui a tendance de plus en plus à accepter le suicide comme une solution à certains problèmes. Et c'est là le gros nerf de la guerre. C'est ça qui est en train de changer au sein de notre société. La mort comme étant une solution à la souffrance. Mais le fond du problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la loi a permis à certaines personnes d'avoir le droit d'en tuer d'autres ou d'aider d'autres personnes à se suicider. En dessous de tout, c'est ça. C'est ça, l'aide médicale à mourir. Tuer ou aider quelqu'un à se suicider. On pourrait dire que c'est le mariage entre le meurtre et le suicide. Ou on pourrait dire que c'est un suicide par meurtre. Et je n'exagère pas en disant ça. Parce que pour légaliser l'aide médicale à mourir, il a fallu que le gouvernement canadien modifie son code criminel. Et qu'est-ce qu'il a fait comme modification? Je vous cite le passage qui a été modifié. Il a créé des exemptions à l'égard des infractions d'homicide coupable, d'aide au suicide et d'administration d'une substance délétère dans le but de permettre aux médecins et aux infirmiers praticiens de fournir l'aide médicale à mourir et aux pharmaciens ainsi qu'à d'autres personnes de leur porter assistance à cette occasion. Autrement dit, il a donné une permission spéciale à des médecins, des infirmiers, des pharmaciens pour avoir le droit de tuer, homicide coupable, d'aider à se suicider et d'injecter du poison à une personne qui souffre. C'est la base, c'est factuel. Ceux qui contestent ça devraient aller lire le code criminel. Et c'est important de se le rappeler. Parce que pour comprendre ce qui est en jeu, pour comprendre ce qui se passe, il faut toujours revenir à la source. Si vous remplacez dans les articles que vous lisez le mot « aide médicale à mourir » par « suicide »,
tout d'un coup, vous allez commencer à comprendre pourquoi il y a des médecins qui s'y opposent. Mon médecin refuse de me fournir l'aide médicale à mourir. Ça ne sonne pas pareil que mon médecin refuse de m'aider à me suicider. Dans un cas, on n'est pas trop sûr de comprendre, puis dans l'autre, on dit « je comprends ». Ce soir, justement, pour revenir aux sources, j'aimerais ça vous donner un aperçu des enjeux sociaux, des impacts qui sont majeurs et directement liés à l'intrusion de ce que beaucoup de gens appellent si affectueusement l'aide médicale à mourir. Alors, en premier lieu, qu'est-ce qui arrive quand une société s'implique ou cautionne le choix d'une personne qui décide de se suicider? Parce que c'est ce qui est arrivé ici. Permettre l'aide médicale à mourir, donc l'euthanasie, c'est s'impliquer dans le choix de suicide d'une personne. C'est le cautionner, puisqu'on dit « c'est correct ». Qu'est-ce que c'est l'aide médicale à mourir? Je vous ai donné la définition, disons, liée au code criminel. Est-ce qu'il y a une différence avec l'euthanasie? Il n'y en a pas. L'euthanasie, le suicide assisté, on pourrait dire que ce sont des méthodes liées à l'aide médicale à mourir. Au Québec, c'est l'euthanasie qui a été légalisée sous le nom aide médicale à mourir. En quoi ça consiste? C'est très simple. C'est un médecin qui injecte du poison, une substance létale, dans un patient qui décède. Le suicide assisté, qui a été légalisé au Canada en plus de l'euthanasie, mais toujours sous le nom aide médicale à mourir, c'est un médecin, par le biais d'un pharmacien, qui prescrit une substance létale, donc mortelle, et c'est le patient lui-même qui la prend, qui la boit à la maison. C'est pour ça qu'on dit suicide assisté. Mais dans les deux cas, on pourrait dire que c'est un suicide médicalement assisté. Alors, c'est vraiment des méthodes dont on parle, mais le concept en arrière, c'est de tuer pour mettre fin à des souffrances. D'ailleurs, il y a des discussions qui sont en cours actuellement. Il y en a qui se demandent, est-ce qu'on pourrait utiliser comme méthode pour mettre à mort le prélèvement d'organes? Autrement dit, la personne est vivante, au lieu de lui donner l'injection létale et après ça d'aller prendre un organe, un prélèvement d'organes, on pourrait endormir la personne puis directement retirer l'organe qui tuerait la personne. Mais l'organe serait, et je cite, « aussi frais que possible ». Vous voyez déjà, c'est comme un pas plus loin déjà vers quoi parce qu'on s'habitue au concept. Alors, qu'est-ce que c'est les messages qui sont cautionnés par l'acceptation de l'idée de l'aide médicale à mourir ou de l'euthanasie? C'est, comme je vous disais, que la mort est une sortie honorable et aussi que certaines conditions de santé ou un état de santé sont jugées indignes. On commence à voir ça. Je préfère mourir dans la dignité. Ça veut donc dire que l'état dans lequel j'étais ou vers lequel je me dirigeais était indigne. Je veux garder mon autonomie. Ça veut dire quoi? Je préfère mourir plutôt que d'être dépendant. Je préfère mourir plutôt que de vivre avec un handicap. Alors, de dire « c'est leur choix, je suis d'accord avec ça », c'est de dire aux personnes qui vivent avec un handicap, votre condition est indigne. C'est comme si on résumait le choix entre vouloir vivre ou refuser de vivre avec une condition jugée indigne. Donc, on a posé le jugement sur la condition. Le handicap, c'est indigne. La SLA, la maladie, telle maladie, c'est indigne. Si tu veux vivre avec, c'est ton choix, mais moi, je ne préfère pas. Alors, voyez le regard qui a changé déjà sur ces conditions-là, sur ces maladies-là. Alors, dès qu'on dit oui, je suis d'accord avec ça, on est d'accord avec cette idée-là aussi. Quand je vous dis que l'euthanasie, je préfère utiliser le mot euthanasie parce qu'aide médicale à mourir, comme je vous ai dit, c'est un sobriquet, c'est un mot flatteur et autant que possible, évitons de l'utiliser. Sinon, on perd même le fil de la vraie discussion. Et quand je vous dis que l'euthanasie cautionne des suicides, il y a une étude qui a été réalisée à Toronto. Ils se demandaient dans les 4 grands hôpitaux de la région de Toronto, donc c'est beaucoup de patients, beaucoup de monde, ils se sont interrogés pour savoir quelles étaient les raisons derrière les demandes d'euthanasie. Ils se sont aperçus que le principal facteur, c'était quoi? La crise existentielle, la perte du sens de la vie.
C'est ça le premier facteur qui est évoqué. La première raison, c'est quoi? La perte d'autonomie. Comme je vous ai dit tantôt, ça veut dire quoi? Le handicap. Les personnes qui vivent avec un handicap peuvent en témoigner. Elles se sont toutes fait dire une fois dans leur vie, si j'étais à ta place, je ne sais pas comment tu fais, moi je pense, je préférais être mort. C'est terrible, elles se font dire ça. Et aujourd'hui, avec cette loi-là, l'État dit, vous savez quoi, je vous comprends. C'est vrai. Ton état est tel que, si tu veux, je peux même t'aider à mourir. C'est tout un changement. Alors, quand on parlait au début du malade qui était agonisant, qui restait 3 jours, ça a été des arguments qui ont été servis au départ. Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui restent 4 jours? Pourquoi on n'abrégerait pas leur souffrance? Alors qu'à ce moment-là, il y avait déjà les soins palliatifs pour soulager les derniers instants. Aujourd'hui, on a des données et on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Les personnes qui le demandent sont simplement en crise existentielle. Ils sont dans un nouvel état qui les fait paniquer et ils pèsent sur le bouton « Sortie ». Il y a des tragédies qui ont été liées directement à l'arrivée de l'euthanasie dans notre société. Il y a eu des jeunes, des gens qui ont fait une tentative de suicide, qui se sont retrouvés à l'urgence de l'hôpital et les médecins les ont laissés mourir. Assez pour que le Collège des médecins émette une directive pour rappeler aux médecins leur devoir de sauver des vies. On lit ça, ça a fait un article dans un seul journal, mais c'était suffisant en nombre pour que le Collège des médecins réagisse. Imaginez-vous si c'est votre oncle, votre frère de 30 ans, votre neveu, et que vous apprenez qu'il est allé à l'hôpital après une tentative de suicide puis que le médecin l'a laissé mourir. Le Collège des médecins a même dit, c'est vrai que la nouvelle loi peut avoir créé cette confusion-là chez les gens, chez les médecins. C'est directement lié. On assiste à des vagues de suicides pour faire élargir les critères de la loi. Des grèves de la faim, une femme qui a placé sa voiture devant un train parce qu'elle s'était fait refuser l'aide médicale à mourir, un homme qui s'est immolé dans sa voiture. Si ça, ce n'est pas des suicides, je me demande ce que c'est. Eux ont fait le lien direct. Vous ne voulez pas me donner la méthode de suicide, je vais en prendre une autre. Le lien est direct. On a vu aussi le meurtre par compassion. Vous avez peut-être vu les manchettes là-dessus. L'homme qui a étouffé sa femme avec un oreiller, sa femme qui était atteinte d'Alzheimer, il l'a littéralement étouffé avec un oreiller pour mettre fin à ses souffrances. Qu'est-ce qui arrive quand une société donne à certains citoyens le pouvoir légal de tuer d'autres citoyens? Eh bien, la première chose que ça fait, c'est que ça brise un des fondements de notre société. Est-ce que nous sommes vraiment tous égaux devant la loi aujourd'hui? On ne peut plus dire ça. Personne n'a le droit de tuer, sauf certains médecins, des infirmiers, des pharmaciens. Si moi, je fais ce geste-là, je m'en vais en prison. Si un médecin le fait, il est payé. Ça brise aussi tout le fondement de la médecine, la relation avec le patient, la relation entre le médecin et le patient. Avant, le médecin proposait, le patient acceptait ou refusait. Aujourd'hui, le patient exige. Vous me donnez ça. Je veux mourir. Vous m'empêchez. On est en train de transformer des médecins en serveurs. Vous refusez mon service. Il n'y a plus de dialogue. Une des grandes cassures, c'est ça. C'est la brisure dans la relation entre les gens. Vous savez, il y avait une raison, on en parle souvent du serment d'Hippocrate, qui est à la base de la médecine moderne. C'était quoi le serment d'Hippocrate? Ça remonte à 2500 ans. C'est un médecin, pour vous rappeler le contexte, c'est un médecin, à cette époque-là, c'était courant que des gens venaient voir les médecins pour leur demander « Pourrais-tu mettre du poison dans le verre de tel sénateur? » Et les médecins, depuis longtemps, comme les pharmaciens, c'est eux qui ont la clé des médicaments. Il faut passer par eux. Et Hippocrate, il s'est dit « La médecine est plus noble que ça. Notre profession est plus noble que ça. » Alors, il a mis un écriteau en disant «
Je refuse de participer à ça. Je refuse de tuer. Je refuse d'aider. Et il y a d'autres médecins qui ont vu ça et qui ont dit que c'était une idée géniale, une noblesse incroyable. Ils ont embarqué là-dedans et ça a fait le fondement de la médecine. Alors aujourd'hui, en remettant cette permission-là aux médecins, on ne sait pas quelle porte on ouvre. On retourne 2500 ans avant. C'était comment avant qu'Hippocrate fasse ce serment-là? On ne le sait pas. Mais on va le découvrir. Qu'est-ce qui arrive avec la compréhension de la mort dans la dignité quand on entre une loi comme l'euthanasie, quand on légalise l'euthanasie? Quand on lit les journaux, on s'est rendu qu'on associe beaucoup mourir dans la dignité avec aide médicale à mourir. C'est comme si c'était le passage obligatoire. Il y en a qui font des demandes d'euthanasie, puis on dirait qu'ils sont déçus d'être morts avant. Parce qu'il y a un délai de 10 jours. On fait la demande, il y a 10 jours de réflexion. C'est peu, mais c'est déjà ça. Et il y en a qui décèdent avant. Et on voit des articles, des fois, qui disent « Malheureusement, elle est décédée avant ». Comme si, là, ça, c'était le summum, la quintessence des soins. On a déjà lu ça aussi. L'injection létale. Je vous rappelle que c'est le même geste qu'on pose pour les prisonniers aux États-Unis. Il n'y a pas de différence et si je ne me trompe pas, c'est très sensiblement les mêmes ingrédients qui sont mis et le même processus qui est suivi. Donc, tout d'un coup, l'exécution d'un prisonnier dans un autre contexte devient la quintessence des soins. C'est tout un changement de regard, c'est toute une incohérence dans un sens. Avant la loi qui a légalisé l'euthanasie, les médecins de soins palliatifs, l'ensemble du monde des soins palliatifs a participé à la réflexion au Québec. Et ils étaient presque unanimes pour dire « on n'a pas besoin de ça, on n'en veut pas même ». Pourtant, ce sont eux les spécialistes de la fin de vie. Si c'était vraiment ce dont il y avait besoin, ce qui manquait, comme beaucoup l'ont clamé, ils auraient été les premiers, eux qui envoient mourir tous les jours. Eux dont la mission, c'est d'aider les gens en fin de vie. Ils auraient été les premiers à dire « Amenez ça, ça fait longtemps qu'on en a besoin, puis il manque ça. » Ils ont dit « Non! Faites juste répandre notre savoir. Donnez-nous les moyens techniques de donner accès à ça à tout le monde, et ça va bien aller, faites-nous confiance. » Ce n'est pas de l'idéologie, c'est même pas un fondement religieux, c'est de l'expertise médicale, de l'expertise humaine. Qu'est-ce que c'est les soins palliatifs? Je vous ai parlé, c'était quoi l'euthanasie? Qu'est-ce que c'est les soins palliatifs? En gros, c'est pas compliqué. Il y a un médecin qui suggérait d'appeler ça les soins de confort. C'est quand il n'y a plus rien à faire pour la maladie, les soins palliatifs entrent en jeu pour soulager le patient, pour s'occuper du malade et non plus de la maladie. C'est tout un système d'accompagnement des personnes qui sont malades, de leur famille, de leurs proches. Quand on visite une maison de soins palliatifs, c'est incroyable comment tout est centré sur le patient et sa famille jusqu'à la grandeur des cadres de porte qui permettent de laisser passer un lit pour que la personne qui n'est plus capable de se lever puisse au moins avoir accès à la vue splendide de la forêt, du ciel étoilé, du ciel en plein jour. Tout est pensé. En gros, on revient avec les soins palliatifs à l'esprit d'entraide communautaire qu'il y avait avant, avec cette expertise médicale-là de plus qui permet de soulager la douleur et les symptômes. Je ne m'étendrai pas plus sur les soins palliatifs, étant donné que le Dr Rivet va en parler après. Mais gardez ça en tête. Les soins palliatifs, leur philosophie, c'est quoi? On n'abrège pas et on ne précipite pas la mort. Donc, l'euthanasie qui abrège la vie, elle est incompatible avec les soins palliatifs, puisque ça va contre ce qu'ils pensent. Et ils ne prolongent pas la vie non plus. Donc, quand on entend les gens qui disent « vous êtes pour la douleur, vous êtes pour la souffrance », on dirait qu'il y a une obligation de vivre. C'est faux. Le but, ce n'est pas de prolonger inutilement, c'est de donner du confort dans les jours qui restent à vivre. Et la loi
qui a légalisé l'euthanasie, qui s'appelle la loi concernant les soins de fin de vie, devait rendre accessibles les soins palliatifs à tout le monde. C'est officiellement un droit et je vous invite à le revendiquer le moment venu. La loi disait, aujourd'hui, on a mis dans une loi l'accès aux soins palliatifs. Aujourd'hui, on est presque 3 ans plus tard. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ça qui est arrivé. Étrangement, on a mis toute l'emphase sur ce qui était supposé d'être une mesure exceptionnelle. Et c'est ça qu'on a développé. Pour moi, ça témoigne d'un malaise de départ. C'est comme si les politiciens, les médias, se sont sentis ou se sentent encore obligés de justifier ce qu'ils ont permis. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a 3 ans, c'était considéré comme un crime, passible de prison. Et aujourd'hui, on a tout changé et c'est plus un crime, c'est rendu un soin de santé. Alors, ils mettent l'emphase dessus comme quelqu'un qui veut justifier sa conduite. Mais le résultat, c'est que les soins palliatifs ne se sont pas développés. Il y a des constats alarmants qui ont été émis dans les derniers mois même. On se dirige vers un manque de médecins formés en soins palliatifs au Québec. La relève est plus assurée. Les 2 regroupements de soins palliatifs du Québec ont dénoncé le manque d'efforts et de ressources pour offrir des soins palliatifs de qualité dans les CHSLD du Québec, alors qu'on sait les conditions qui sont là, alors qu'on sait la nécessité qu'il y aurait de les développer. Alors, la loi qui était censée donner accès à tout le monde n'a même pas mis les efforts concrets pour les rendre accessibles. Le Collège des médecins, qui est pourtant favorable à la base à l'euthanasie, il s'est dit inquiet. Il a été obligé d'admettre devant la situation, devant les constats qu'il recevait. Il a dit qu'il a constaté à diverses reprises des difficultés quant à l'accessibilité de plusieurs patients en fin de vie à des soins palliatifs. Des difficultés d'accès, alors que c'était une loi d'accès. Une absence de relève médicale dans plusieurs milieux de soins palliatifs pouvant compromettre l'accès à de tels soins. Ça veut dire qu'on se dirige vers encore pire. Et il a même dit que, dans certains cas, des personnes auraient pu choisir l'euthanasie faute de soins palliatifs. Ils auraient pris les soins palliatifs, il n'y en avait pas, ils ont pris la sortie précipitée. Qu'est-ce qui arrive avec le nombre de décès quand l'euthanasie est légalisée avec le temps? Est-ce que ça reste stable? On va voir le prochain rapport qui devrait sortir de la commission de surveillance fin octobre. Alors, je vais vous parler des chiffres des 2 premières années. Au départ, il nous parlait de 100, à peu près 100 demandes la première année. Il y a eu 469 euthanasies. 5 fois plus que le nombre de demandes prévues. 714 demandes. La deuxième année, 757 euthanasies. 1178 demandes. C'est une hausse de 67 % de la première à la deuxième année. 1224 personnes euthanasiées au Québec en 2 ans. Nos chiffres, si on les compare avec ceux de la Belgique en termes de pourcentage de décès, du nombre de décès, pour vous donner une idée de ce que c'est. Notre première année correspond à leur 6e année. Notre deuxième année, elle correspond à entre la 8e et la 9e année. Ça monte en flèche au Québec. Il y a trop de promotion autour de ça. Ça rentre dans les mentalités. Les gens choisissent ça par défaut. C'est ça que je veux. C'est ça que j'ai lu dans les journaux. Au Canada, il y a eu 3674 euthanasies ou suicides assistés. C'est du monde. Comme je vous ai dit tantôt, il y a 3 ans, c'était un geste criminel. C'est comme si, prenez ces mêmes chiffres-là et dites-vous que ce sont des crimes permis. Il y en a eu 3000 en 2 ans. 3700 en 2 ans au Canada. 1224 nouveaux crimes permis au Québec en 2 ans. Ajoutez à ça la société vieillissante, l'acceptation graduelle, comme je vous dis, puis on se dirige vers des chiffres astronomiques. Qu'est-ce qui arrive avec les balises de protection une fois que l'euthanasie est légalisée? Est-ce qu'elles tiennent la route? Est-ce qu'elles fonctionnent? Parce qu'avant de légaliser l'euthanasie, on nous a parlé beaucoup que ça allait être balisé, ça allait être protégé.
Vous allez voir, ça va être contrôlé, tout va bien aller. Déjà, tant de mise en garde, moi, j'avoue que ça m'inquiétait. Si c'est supposé être un soin de santé, pourquoi tu me dis que c'est si dangereux? Pourquoi tu as besoin de tout baliser autour? Alors, comme balise, il y avait quoi? Il y avait 2 médecins pour assurer l'objectivité. Il y avait des critères, dont le critère de fin de vie. Il fallait que la personne soit vraiment en fin de vie au Québec. Il y avait une commission de surveillance pour assurer le respect de la loi. Mais à la base, il faut que vous sachiez, je suis désolé d'être le porteur de mauvaises nouvelles, mais il faut que vous sachiez que le mécanisme de surveillance, les balises sont biaisées à la source. Pourquoi? Parce que le médecin est impliqué dans toutes les étapes du processus. C'est lui qui évalue le patient, c'est lui qui pose le geste et c'est lui qui remplit le rapport. Et il y a même des médecins qui sont encore plus loin au bout de la chaîne, sont sur le conseil d'administration du Collège des médecins qui reçoit les plaintes s'il y en a. Dans n'importe quel autre domaine, on ne tolérerait pas ça. On ne peut pas avoir plus de conflits d'intérêts que ça. Pensez-vous qu'il y a un médecin qui va dire, dans son propre rapport, « J'avoue que je n'étais pas certain qu'elle était en fin de vie, mais je l'ai faite quand même. » Bien sûr que non. D'ailleurs, on le sait parce qu'on a des médecins qui en témoignent. Dans les congrès maintenant, les médecins se font expliquer comment bien remplir le formulaire pour ne pas être énervés par la commission de surveillance. Ils savent, si tu le remplis bien, tu ne te feras pas achaler. Malgré tout, il y a eu des cas d'abus. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4. 52 cas en 2 ans. Alors, quand vous lisez « Tout va bien, je ne comprends pas », il y a des organismes là, comme Vivre dans la dignité qui disaient qu'il allait y avoir plein d'abus, mais ce n'est pas vrai. C'est vrai. Il y en a eu, c'est factuel, c'est la commission de surveillance qui les a trouvés. 38 cas, c'était le second médecin qui n'était pas indépendant. Ça pouvait être le supérieur qui a dit à son résident « Peux-tu signer ça? » Pensez-vous que le résident va remettre en question ce que le médecin lui a demandé de faire? Ou c'est un médecin qui était trop proche du patient? Il n'y avait plus le recul objectif. Je la connais, je ne sais pas comment lui dire. Non, c'est... La loi, normalement, disait il faut qu'il y ait une indépendance, il faut qu'il y ait 2 médecins, vous vous rappelez? 38 cas où ça a été abusé. Tellement de fois que le Collège des médecins a dit ça ne sera peut-être plus un critère nécessaire, ça. Ils l'ont balayé en dessous du tapis. C'est bien sûr que dans le prochain rapport, le nombre d'abus va baisser, de violations des critères de la loi va baisser parce que lui a été balayé sur le tapis, c'était le plus gros. Il y a eu 7 cas où le médecin n'a pas mené lui-même les entretiens avec le patient. Il ne s'est jamais assuré, est-ce que la demande est persistante? Est-ce qu'il y a des pressions de la part de la famille? Il a vu arriver un patient, il a dit, cette personne-là veut se faire euthanasier, pourrais-tu t'en occuper? Oui, pas de problème. Il s'est fait amener une personne, il l'a tué. 7 fois. 2 cas, la personne n'était pas en fin de vie. C'est pourtant un fondement de la loi au Québec. 2 cas, la commission dit que la personne n'était pas atteinte d'une maladie grave et incurable. Qu'est-ce qu'elle avait? 2 cas, la demande n'a pas été contresignée par un professionnel de la santé. Qui a signé? L'héritier. Et 1 cas, la personne n'avait pas sa carte d'assurance maladie. Essayez de vous faire soigner le petit doigt sans carte d'assurance maladie. Pourtant, quand c'est le temps de mettre quelqu'un à mort, on dit « Ah, c'est correct, pas besoin de carte d'assurance maladie. » Je vous rappelle que provoquer la mort directement d'un patient sans respecter les critères, c'est encore aujourd'hui, dans le code criminel, passible de sanctions criminelles. Or, vous allez vous dire « Oui, mais OK, 52 cas, il y a dû avoir quand même des sanctions. » Aucune. Aucune sanction à ces 52 cas d'abus. Rien. Même pas une tape sur les doigts. Le secrétaire du Collège des médecins a dit « Il n'y a rien là-dedans qui justifie une mesure punitive. C'est des erreurs administratives. » Si ça, c'est des erreurs administratives, je ne sais pas qu'est-ce qui justifierait une sanction. Je ne sais pas qu'est-ce qui justifierait un abus. Alors, c'est quoi la conséquence de ça? C'est que c'est une invitation à abuser de la loi. Pensez-vous que le médecin qui a abusé de la loi la première année
qu'il n'y a rien eu, la deuxième année, il n'y a rien eu, pensez-vous que la troisième année, il va essayer de se reprendre? Jamais. Alors, plus ça va aller, plus la loi va être abusée par en dessous. Alors, qu'est-ce qui arrive justement avec les critères qu'on disait très stricts au départ, avec le temps? Qu'est-ce qui se passe? Dans la même logique, gardez toujours en tête le fondement du geste, l'intention qui est derrière. L'intention, c'est quoi? C'est de donner la mort. Le problème, c'est que la logique inhérente de l'euthanasie, c'est d'élargir les critères. Parce qu'on nous vend ça comme un bienfait, comme un geste de compassion. Au Québec, on nous a vendu ça comme un soin de santé. Alors la question qui se pose, pourquoi dire oui à un et non à l'autre, si c'est un bienfait? Alors les critères d'admissibilité deviennent des barrières à l'accès. Dans la mentalité, en ce moment, c'est ça. Il m'empêche d'avoir accès à. C'était supposé être des critères qui protégeaient. Aujourd'hui, c'est des barrières à l'accès. On est passé de l'exception à la promotion. On nous vend les dérives comme des progrès souhaités. Et dans cette logique-là, il ne faudra pas s'étonner que les extensions vont être sans fin, jusqu'à probablement la pilule en vente libre dans une pharmacie près de chez vous. Parce que tôt ou tard, les gens vont même se tanner des médecins. Pourquoi je demanderais à un médecin? C'est mon choix. D'ailleurs, la suite logique de cette logique-là, c'est qu'il y a des contestations partout. Au Québec, il y a 2 personnes qui vivent avec un handicap qui veulent faire tomber le critère de fin de vie. Ils veulent faire tomber le critère de mort raisonnable, mort naturelle raisonnablement prévisible, qui est le critère très flou au fédéral. Ça ouvre la porte à quoi? Ça ouvre la porte à toutes les maladies. Si ce n'est plus une maladie en phase terminale ou en fin de vie, incluez la dépression, incluez toutes les autres maladies possibles. Ça va ouvrir une porte grande. Il y a des mesures au Québec qui ont été prévues déjà par le gouvernement libéral et aujourd'hui qui ont été renforcées pendant la période électorale par la CAQ pour nourrir la réflexion. On va regarder les cas de refus d'euthanasie pour se demander qu'est-ce qu'il y avait derrière ça, puis est-ce qu'on peut peut-être le permettre. Et la CAQ, elle a dit, on va partir une consultation pour permettre l'euthanasie des personnes atteintes de démence. Il faut que vous réalisiez la gravité de cette ouverture-là. Quand vous entendez euthanasie par directive anticipée, il faut que vous compreniez que c'est une personne qui écrit une directive aujourd'hui. Quand je serai dans tel état de démence, je veux qu'on me tue. C'est ça la directive anticipée en lien avec l'euthanasie. Déjà, ça va être difficile à appliquer. Quand est-ce que la personne a atteint le stade? Quand elle ne reconnaît plus maman, papa, un des frères, tous les frères? Quand elle le reconnaît un jour, mais l'autre jour après, elle ne le reconnaît plus? Alors déjà, ça va être difficile de dire c'est à ce moment-là. Et qu'est-ce qui arrive si la personne change d'idée? Quel regard on porte sur la personne qui est atteinte de démence? Elle n'a plus le droit de changer d'idée. On lui empêche de changer d'idée. Elle devient prisonnière du papier qu'elle a écrit quand elle était en santé, quand elle avait peur de ce qui l'attendait. C'est arrivé aux Pays-Bas. Une dame avait écrit un papier pour demander à être euthanasiée quand elle serait atteinte, quand la démence allait devenir importante. Mais quand le médecin est arrivé, elle s'est débattue. Je veux pas mourir, lâchez-moi. Ils ont été obligés de mettre un sédatif dans son café et de demander aux membres de la famille de la retenir pour qu'ils puissent lui faire l'injection létale. Ce n'est pas une invention, ça se passe aux Pays-Bas. Est-ce que vous pensez qu'on est meilleur ici que là-bas? Ça serait une grande illusion de penser ça. C'est donc des cas qui risquent d'arriver ici. Comment on regarde ces personnes-là si on n'écoute plus leur avis des sous-êtres humains? Quand tu étais une vraie personne, tu as écrit ça, maintenant tu n'es plus vraiment une personne, on ne t'écoute pas. Ça veut dire qu'on passe avec ça du choix personnel, supposé, mon choix de vouloir mourir, au choix qu'on fait pour quelqu'un d'autre.
Et les gens sont déjà à l'aise avec ça. Il y a eu 2 sondages qui ont été réalisés, un dans la région de Québec et un dans la région de Sherbrooke. Et qu'est-ce qu'ils disaient, ces sondages-là? Des sondages réalisés auprès des proches aidants. 52 % des proches aidants dans la région de Québec sont en faveur de l'euthanasie pour les personnes atteintes de démence, même sans le consentement préalable ou sans directive anticipée. Elle m'en a jamais parlé, maman, mais je pense qu'elle aimerait mieux ça. On l'euthanasie. Dans la région de Sherbrooke, ça va jusqu'à 72 %. Vous voyez comment la mentalité est en train d'avancer. Ça ne gêne pas les gens. Pourtant, qu'est-ce qu'on constate avec les proches aidants? Ils sont en détresse, ils sont paniqués, ils ne sont pas assez soutenus. Alors, au lieu de voir ça comme ça va sûrement être utilisé, vous voyez, les proches aidants sont d'accord, au lieu de voir ça comme ça, il faudrait voir ça comme un cri de détresse de leur part. Ils n'en peuvent plus. 50 % le disent d'ailleurs. Si on met ça, on pense qu'il va y avoir des risques de dérapage. C'est bien sûr. C'est pas facile d'aider quelqu'un. Il y en a qui vont peut-être dire « Je voudrais bien aider, mais il faut que je retourne travailler. » On est mieux d'en finir. Donc, le retour au travail va justifier l'euthanasie de la grand-mère. La Société canadienne d'Alzheimer, en passant, est contre ça. Elle sait très bien, elle, qui est bien placée, elle qu'on devrait écouter. Et au fédéral, avec la loi, il y a eu 3 extensions à l'étude. Normalement, je pensais qu'une loi, ça disait voici ce qui est prévu, voici ce qui est permis, voici ce qui n'est pas permis. Bien, ça a l'air que pour l'euthanasie ou l'aide médicale à mourir, on peut dire voici ce qui est permis, voici ce qui n'est pas permis, et voici 3 choses qu'on va peut-être permettre. Et les 3 choses, c'est quoi? L'extension par directive anticipée dont je viens de vous parler, l'extension aux personnes dont la seule condition, c'est la maladie mentale, dépression, psychose, bipolarité, schizophrénie. On ouvre la porte, on considère ça, et ça se passe dans les autres pays. Je n'ai pas le temps de m'étendre ce soir, mais ça se passe. Des jeunes, des gens de 29 ans qui ont juste un problème de dépression, qui se font euthanasier. On est vraiment très proche du suicide, vous ne trouvez pas? Et l'autre, c'est l'extension aux mineurs, aux enfants. Parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit, si vous vendez ça comme un bienfait, pourquoi vous le donneriez aux adultes puis pas aux enfants? Vous êtes cruels. Il n'y a plus de frein à leur logique du moment où ils l'ont installé comme ça. Et c'est tellement sérieux qu'il y a un hôpital à Toronto qui s'appelle le Sick Kids qui a déjà étudié un protocole en vue du moment où ça va être légalisé. Et ce protocole-là, je vous dis, il donne froid dans le dos. Il dit, si on prend ça comme un soin de santé comme les autres, eh bien, on va le traiter comme un soin de santé comme les autres, avec le protocole qui va avec les soins de santé comme les autres. Ça veut dire qu'une personne qui a 14 ans pourrait se faire euthanasier avec ou sans le consentement des parents, avec ou sans la connaissance des parents. Imaginez-vous, votre enfant est malade, il a 14 ans, vous allez le visiter, vous voyez qu'il est mort. Ils ont tout fait ça dans votre dos. Oui, elle a voulu se faire euthanasier, elle n'en pouvait plus. Elle a eu une discussion avec un médecin qui a été d'accord avec elle pour l'euthanasie. Imaginez la rage du parent envers ce médecin-là. Imaginez l'injustice que ça crée. C'est ça aussi qu'on oublie. C'est ça qui est difficile à vivre aussi. Moi, je me souviens très bien de mon oncle, quand ma grand-mère est morte, du cancer des os. C'est un cancer qui fait très mal. J'ai vu ma grand-mère verser des larmes. Quand elle est morte, mon oncle, qui est baraqué, je ne le voyais pas souvent dans cet état-là. Il n'a pas dit « Enfin, ma mère est délivrée ». Il a dit « J'en veux à la vie de m'avoir enlevé ma mère. Pourquoi elle est partie? » Imaginez si ma grand-mère avait voulu se faire euthanasier, puis s'il était morte par euthanasie. Il n'en aurait pas voulu à la vie, il en aurait voulu à sa mère. Le deuil est drôlement plus compliqué dans ce temps-là. Aux Pays-Bas, pour vous montrer jusqu'où ça peut aller, il y a actuellement à l'étude un projet de loi
pour permettre l'euthanasie aux personnes qui ont le sentiment d'avoir accompli leur vie. Ils disent, à partir de 65 ans, si la personne veut mourir, pourquoi on lui refuserait? Et ici, à la limite, on sourit en disant, c'est effrayant, c'est bien trop exagéré. Mais là-bas, c'est étudié sérieusement et ça a des très bonnes chances de passer. Il y a un autre courant qui se développe actuellement sur la Terre, sur la planète, parce que ça pousse de partout, hein, laissez-moi vous le dire. C'est toujours les mêmes associations qui se relaient les mêmes messages. Ils appellent ça le suicide rationnel. Le suicide, ce n'est pas un coup de tête, ça peut être réfléchi. Ça peut être le geste d'une personne qui est sûre d'elle, qui est en maîtrise, qui sait où elle s'en va. On a vu avec la sortie d'une Française qui a fait une sortie apparemment sortie de nulle part, pour qu'après ça on découvre que c'est l'ancienne vice-présidente d'un groupe qui prône l'euthanasie. Mais ça tient, ce discours-là. Et en France, les gens l'ont reçu, puis ils ont commencé à s'interroger. Peut-être, on devrait peut-être lui donner le droit. Félicitations, madame, je vous félicite pour votre volonté. Vous voyez le changement. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire après 3 ans, c'est que la réalité de l'euthanasie au Québec, c'est une explosion des chiffres, des balises de protection qui ne tiennent pas, des critères qui s'effondrent, une mentalité qui se change, une acceptation de l'idée du suicide de plus en plus répandue, de plus en plus élargie, la mort comme une solution pour moi et pour mes proches. C'est le regard entre nous qui est en train de changer, notre relation qu'on a ensemble. Qu'est-ce que ça prône au fait, l'euthanasie? C'est ma vie, c'est mon choix, c'est mon individualité, c'est mon problème, c'est ma maladie. C'est vrai, c'est ta vie, c'est ton choix, c'est ton individualité, c'est ton problème, c'est ta maladie, je te comprends. Elle est où la relation là-dedans? Il n'y en a plus. Si tout est bon pour quelqu'un, il n'y a plus aucun lien de discussion possible. C'est correct pour elle, c'est sa réalité. Où est-ce qu'on se rejoint dans ça? C'est pousser l'individualisme au maximum, jusque dans le choix de la mort. Alors, c'est ça les questions qu'on devrait se poser. Quel regard on veut avoir entre nous? Quelle place on accorde aux personnes vulnérables, aux personnes âgées dans notre société? C'est un jeu très dangereux d'associer mort et dignité, d'associer dignité par la mort. On est un organisme qui s'oppose à l'euthanasie. Et il y a quand même des gens, par erreur, qui nous écrivent en pensant qu'on va leur faciliter la tâche. Ils doivent taper dignité, mourir, puis notre organisme sort dans les débats. J'ai reçu un message d'un homme, un Français de 46 ans. Il veut se lancer en bas de son balcon parce qu'il est déprimé depuis 14 ans. Il me demande de l'aider. Parce qu'en France, en ce moment, ils ont les mêmes débats qu'on a eus avant. Il dit, je veux mourir dans la dignité. Il a vu ça, puis il a dit, ça y est, j'ai ma sortie honorable, je veux ça. Et c'est un fardeau énorme pour les personnes vulnérables que de leur imposer une étiquette, un standard, et pour les personnes vulnérables et pour nous. Rappelez-vous que le remède à l'euthanasie, c'est la solidarité et l'entraide communautaire. C'est le lien entre nous, c'est le soutien. C'est le regard qui continue à accorder toute la dignité à la personne qui est en face de nous, peu importe sa condition. C'est de ça dont les gens ont besoin. Ils ont besoin de savoir qu'ils sont encore aimés, valorisés jusqu'à la fin, peu importe l'état qu'ils ont l'air. Alors, s'il y a des gestes à poser, je vous dirais que le premier geste, c'est de visiter les personnes vulnérables autour de vous. Les personnes seules, les personnes malades, les personnes âgées. Une à la fois. C'est comme ça qu'on peut faire changer l'idée à des gens. « Merci beaucoup d'être venu ici ce soir et de continuer
à chercher à comprendre ce qui est en train de se passer dans notre société. Merci.